Bonjour, je m'appelle Karim Genouni et vous souhaite la bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Génération Kairos. L'objectif de ce podcast est de décortiquer et partager les histoires inspirantes des modèles de réussite au Maroc et dans le monde, dans tous les domaines. Le Kairos est un concept d'origine grecque qui signifie le moment propice, l'instant T où il faut saisir l'opportunité, avant et trop tôt et après trop tard. Mes invités sont des entrepreneurs ou des leaders dans leur domaine qui ont à force d'effort su reconnaître et saisir les opportunités au moment décisif. À travers leurs témoignages et une conversation sans filtre, je chercherai à mieux comprendre leur parcours, leur personnalité et les habitudes qui les ont aidés à réussir. Bonne écoute sur Génération Kairos. Alors bonjour à tous. Aujourd'hui j'ai le grand plaisir d'être avec Tarek Bej. Tarek, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup de me recevoir. Bienvenue chez nous. Eh bien, on est bien reçus. On est au Rouge et de Lille. Endroit emblématique, je reviendrai par la suite. Alors pour te présenter rapidement, tu es chef et propriétaire du restaurant gastronomique Le Rouge et de Lille à Casablanca. Exactement. Donc tu es chef de cuisine, maître d'hôtel et patron. On peut dire artisan dans le secteur de l'hôtellerie-restauration. Oui, on peut dire ça comme ça. Après, tu me corrigeras, n'hésite pas. Donc, tu es chef avec d'abord cette dimension d'artiste. Donc, dans la mesure où un chef doit nous faire vivre une expérience gustative unique qui est basée sur l'excellence, la créativité, l'esthétique, et puis qui doit un petit peu s'adresser à tous nos sens. Et avoir quand même un effet de scénarisation, un effet surprise qui va venir nous surprendre et marquer notre esprit avec une signature qui va faire qu'on va revenir. Voilà un peu moi ce que j'ai pu appréhender de cette définition de chef. Est-ce que ça te convient ? Oui, pas totalement, parce que tu vois, comme pour un artiste, un peintre, avant qu'il soit artiste, faut qu'il sache peindre dans les lignes. Ok. Faut qu'il sache peindre sans dépasser, savoir dessiner, avoir un petit coup de crayon. Et c'est une fois qu'on arrive à avoir ces petits coups de crayon, de savoir bien dessiner dans les cases, qu'on peut se permettre après la créativité, de se dire artiste, etc. Très bien. Donc la technique d'abord. Oui. Très bien. Donc le Rouge et de Lille, je le disais, est une table qu'on ne présente plus, table très prisée. Aussi, on est dans c'est la Villa Élise, c'est bien ça l'endroit où on est. Nous sommes dans une vieille villa construite en 1910. À qui les premiers propriétaires ont donné le nom de Villa Élise. Élise qui était le nom de leur fille décédée. Très bien. Donc, c'est un hôtel particulier dans le quartier Art déco de Casa. Et puis, quand on vient y manger, on va y croiser des artistes, des hommes politiques, des hommes d'affaires. C'est assez diversifié. Mais quand même, on aime bien être vu au Rouge et de Lille. Donc, c'est une cuisine gastronomique aux influences multiples, internationales multiples. Oui. Et alors, j'ai demandé à ce qu'on se rencontre chez Artsarki, parce que tu as un parcours atypique. Donc, avant de devenir chef, c'est que tu as eu une petite reconversion d'un parcours école de commerce où ton destin va basculer. Tu vas nous expliquer comment. Vers l'école Paul Bocuse. Donc, pour rappeler, c'est une des 10 meilleures écoles quand même au monde de cuisine et des grands chefs. Effectivement. Voilà. Puis, tu vas suivre une formation dans les grandes maisons à Paris. Puis le retour au Maroc avec le parcours d'entrepreneur, donc de reprise de ce restaurant. Voilà donc les quelques mots d'introduction de manière classique. Cher Tarki, est-ce que tu veux bien maintenant passer à table et commencer par te présenter ? Tarek Bej, 38 ans, grandi à Marrakech. Et moi, j'ai fait le parcours classique que faisait un gamin qui est né au début des années 80, qui était au lycée à la fin des années 90. Donc, on était tous soit en filière S, soit en filière ES. Moi, j'ai fait ES et bien sûr, comme tous les copains, à la fin, j'ai décidé d'aller faire une école de commerce. D'accord. Il n'y avait rien de particulier qui t'attachait à la restauration ou au plaisir de... Non, cuisiner, je l'ai toujours fait à la maison. On a toujours cuisiné avec mes parents le soir. Mes parents sont des gens qui cuisinent beaucoup. Donc, on a toujours eu ça dans la famille. Mais quand j'étais au lycée, jamais je me serais dit que j'en ferais un métier. D'abord parce qu'à l'époque, j'y pensais pas. Et comme je disais, on était tous un peu formatés. Quelle école de commerce tu vas faire ? Moi, je vais faire l'ESC. Moi, je vais faire l'école des cadres. Moi, je vais faire ceci. Et moi, mon choix s'était porté sur Montréal. D'accord. Mais il n'y avait pas de trait de caractère à cette époque-là ?
Non, mais je cuisinais peut-être un peu plus que les Marocains, mais pour moi, c'était normal parce que c'était quelque chose qu'on faisait à la maison avec les parents tout le temps. Et comme je te dis, je m'étais jamais dit... Oui, mais au-delà de la cuisine, est-ce qu'il y a pas... Il y a aussi là, un côté... dans le chef, il y a le côté entrepreneur. Non, il n'y avait ni côté entrepreneur, ni rien. Nous, déjà, dans notre nature, en tant que Marocains, on aime recevoir les gens. C'est pas pour rien qu'on est un grand pays de tourisme. Exact. Et que l'accueil des Marocains est reconnu mondialement, si je puis dire. Non, il n'y avait vraiment rien du tout. Moi, je n'ai jamais pensé à être chef d'entreprise de ma vie avant que ça me tombe dessus. Voilà. D'accord, donc tu voulais... On soit bien d'accord. Très bien, on est clair. Donc le jour où ça m'est tombé dessus, pendant 3 mois, je me réveillais tous les matins en me disant t'as un crédit, t'as des employés, t'as un restaurant. Ok, on va y revenir. C'est une vérité. Très bien, donc on va y revenir. Donc là, tu pars, donc tu grandis à Marrakech. Ok, tu choisis cette filière école de commerce. Et... Exactement, je suis parti faire une école de commerce à Montréal. À Montréal. Où, on va dire que j'ai plus fait la fête que école de commerce, pendant bien 4 ans et demi, 5 ans. Et vers la fin, je me posais sérieusement la question de qu'est-ce que j'allais faire de ma vie. J'avais 24 ans. Je voyais tout le monde en train de finir, de commencer des stages et tout. Moi, j'étais en train de finir mon école de commerce. Je comprenais pas trop ce que je faisais. À ce point-là. Ouais, je voyais pas de finition, je voyais pas de finalité. J'arrivais pas à me projeter avec ce qu'on faisait. Et un jour, j'ai vu un reportage sur TV5 moi, j'étais à Montréal. J'ai vu un reportage sur l'Institut Paul Bocuse à Lyon. Et déjà à l'époque, je faisais des dîners à la maison, mais vraiment des dîners d'étudiants. Donc j'invitais tous les copains, on faisait des grosses lasagnes, des grosses pâtes, des tagines un peu bâtards, mais tagines quand même. Et quand j'avais vu cette émission, je m'étais dit, je suis jamais... Enfin, là où je suis le plus content, c'est quand je reçois des gens à la maison, que je les fais manger, qui sont contents. Donc peut-être... essaye de voir quelque chose là-dedans. Peut-être... allume, comme diraient les Québécois. Et j'ai envoyé une demande d'inscription au programme de l'Institut Paul Bocuse, qui est revenue très positive, vu mon parcours, le fait que je parlais déjà 3 langues couramment. Donc c'était via Internet, c'est ça? Tu as fait cette candidature? Non. C'était, j'ai rempli un papier, un courrier avec une lettre de motivation manuscrite. Voilà. Qu'est-ce que tu avais mis sur cette lettre de motivation? Tu te souviens? Enfin, quel était le... Je leur racontais, non, j'avais simplement dit que j'aimais beaucoup recevoir, que j'aimais beaucoup faire la cuisine, que je m'étais lancé dans des études de commerce classiques comme tous les copains ont fait, et que là, à la fin, j'en arrivais à la fin et que j'étais pas content. Donc, que tu voulais un petit peu travailler cette dimension... Je savais pas à l'époque. À l'époque, j'ai rien que vu ça, je trouvais ça super cool. Je me suis dit, voilà, c'est ça ce que je veux. Non, parce qu'après, il y a plusieurs filières. Il y a l'hôtellerie. Mais à l'époque, moi, j'avais que la cuisine en tête. D'accord, ok. Je n'avais même pas encore cette dimension de ces restaurations et hôtellerie et métier de la bouche. Donc, avec que la cuisine. C'était rien que le côté cuisine qui m'attirait. Ça, je te raconte ça, c'était bien avant toutes ces émissions télé qu'il y a aujourd'hui. Top Chef, Masterchef. Les seuls qu'il y avait à la télé, c'était Robuchon. Au Maroc, je ne sais même pas s'il y avait encore Bregache ou pas, Allah yarhamou. Donc, je suis allé, j'ai demandé conseil auprès d'un très grand ami de mon père, Allah yarhamou, qui s'appelait Jean-Marie Amat, qui était chef d'un 2 macarons Michelin, enfin de plusieurs macaronnés Michelin à Bordeaux. Et qui était chef et qui m'avait dit, écoute, je te connais depuis que tu es petit, est-ce que tu es sûr que tu veux faire ça? Je lui ai dit oui, et il m'avait fait une lettre de recommandation pour l'école, donc j'étais très fier en arrivant avec ma lettre de Jean-Marie Amat. Et quand je suis arrivé à l'école, c'est là où c'est comme, imagine, tu as envie de faire quelque chose. Ça commence par l'envie, tu sais, que l'envie directe du tout de suite. Oui, c'est ce que je vais faire. Oui, je sais. Quoi que les gens te disent, de toute façon, non. Les premières semaines à l'école ont été superbes, mais très, 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 très dures. Quel était le plus dur?
Le plus dur, c'est de se remettre après 5 ans d'études où tu es un peu libre de faire ce que tu veux à Montréal, de choisir l'heure de tes cours, de choisir si tu vas avoir les cours le matin, le soir. Si tu n'y vas pas, c'est pas si grave que ça. Et là, on est passé à une discipline stricte. Tous les matins, il faut être à 7 h du matin en cours, habillé en cuisinier. Tu n'arrives pas en retard, tu t'absentes pas. C'est oui chef, on enlève les piercings, on se rase. Ah non, c'était... Oui, c'était différent. Hein, oui, c'est différent. Et c'est assez paradoxal par rapport à le métier où on va faire plaisir, on peut s'attendre à moins de... Pas une discipline militaire, en fait, en réalité. Non, c'est le cas. Ça, je le savais, je le savais dès le départ. Et même... si tu vois tous les films qu'on a regardés dans notre enfance, où il y avait des scènes en cuisine, c'était toujours... Tu avais 2 sortes de cuisiniers qu'on voyait dans les films. Soit le gars un peu rondouillard, les joues rouges avec la bouteille de vin dans sa poche, soit le mec militaire. Donc je savais quand même un peu dans quoi je m'aventurais. J'y allais pas fleur au fusil en train de me dire ça va être marrant, on va faire des recettes, on va bien manger. Non, c'était beaucoup de travail et je suis rentré dans ce système. J'étais comme un poisson dans l'eau. J'étais comme un poisson dans l'eau. C'est vraiment... j'ai vraiment aimé tout de l'école. Le fait qu'on était, je pense, une quarantaine ou une cinquantaine de nationalités différentes. Les chefs qui nous entouraient. Les profs qu'on avait en cours, le personnel éducatif de l'école, vraiment, c'était vraiment génial. Dans un super cadre, le château du Vivier, moi, j'étais heureux. Quand tu es là-bas, tu te réveilles le matin, tu es content d'y être. Et là, tu suis une formation classique de cuisine? Oui, j'ai suivi une formation en art culinaire et restauration et hôtellerie. Et donc classique, en 2 ans et demi, un peu, on va dire, on n'avait pas beaucoup de vacances parce que comme moi, j'avais fait art culinaire et restauration, et management de la restauration, pardon. L'art culinaire, en fait, il nous fallait tous les cours de management de la restauration et tu rajoutes en plus les cours de cuisine. Donc nous, dans ce programme, on avait moins de vacances que les autres. Donc, c'était dense. On avait plus d'heures, c'était plus dense, c'était plus intense, mais en même temps, c'est ce qui faisait la beauté du truc, quoi. Tu étais tout le temps à fond. Et là, tu es et par rapport aux années à Montréal, tu es épanoui? Bah oui, attends, même ce que tu pourrais pas être épanoui? Avec l'effort. Regarde, aujourd'hui, ça fait un peu plus de 8 ans que j'ai un restaurant au Maroc. Non, je te parle parce que là, tu avais choisi une nouvelle voie. Tu débarques à oui. Est-ce que Non, comme je te dis, j'étais arrivé un peu sans trop me poser de questions. Pour moi, j'allais faire que de la cuisine. Et c'est en arrivant que je me suis rendu compte que je ne faisais pas juste de la cuisine, que je rentrais dans un beau métier qui me permettrait de faire plein de choses, en fait. C'est là que tu te dis, avec la cuisine et la restauration, je peux faire que ce soit de la restauration classique, de la restauration gastronomique, du traiteur, de la restauration, de l'événementiel. Ça t'ouvre plein de portes. Et après, il suffit de faire son choix. Et même quand tu fais ton choix, tu peux toujours te retrouver à faire d'autres choses en parallèle. D'accord. Et donc là, cette formation sur 2 ans, 2 ans et demi, après on va dire, une petite question sur le contact parce qu'il y a des gens plus jeunes que toi, en fait, je pense. Oui, mais j'étais pas le plus vieux. Mais voilà, donc il y a une certaine mixité au niveau des âges. Ah oui, il y avait. Aujourd'hui, je ne sais plus trop parce que aujourd'hui, je sais que l'école, par rapport à quand j'y étais moi, quand j'y étais, c'était l'année juste avant qu'il y ait toutes ces émissions en France sur la cuisine avec Cyril Lignac, etc., HT Best. Et je sais que maintenant, il y a beaucoup plus de demandes et beaucoup plus de demandes de gens jeunes qui sortent du lycée et qui veulent faire. Moi, je sais que dans ma classe à l'époque, on était, je pense, 24 ou 26. Le plus jeune avait 18 ans et le plus vieux, il avait 47 ans. D'accord, donc... C'était un ancien ingénieur technique qui travaillait je ne sais pas où, qui a décidé, lui, de tout arrêter pour faire de la cuisine. Très bien. Ok, donc il n'y a pas de... Non, ça c'était bien et ça permettait un peu de... déjà, ça permettait d'avoir un certain équilibre dans la classe où tout le monde se mélangeait. Donc, des fois, c'était un peu difficile, les plus âgés avec les plus jeunes. Mais à la fin de l'année, tout le monde s'entendait.
Et il y avait déjà cette mixité en termes de nationalité. Déjà dans une classe. Oui. Il y avait. Tu étais seul marocain ou d'origine marocaine? J'étais le seul. J'étais pas le seul maghrébin. On était moi ainsi qu'un Tunisien. Mm-hmm. Il y avait des Brésiliens, des Mexicains, des Panaméens, des Péruviens, des Chinois, des Vietnamiens, des Japonais. Ok, donc déjà très international. C'était sur 26 élèves, tu vois. Donc, je crois qu'il devait y avoir 4 Français dans la classe, ou 5 Français. Ok. Ouais. Et plus tout ce qui était belge, luxembourgeois, espagnol. Très bien. Donc, formation de haut niveau, un environnement très favorable en termes de mixité. Oui. Et le contact avec les chefs, alors, les profs. Les profs, de toute façon, ça ne peut pas être des chefs comme tu vois à la télé. Ils sont obligés, ils sont là pour nous apprendre. Donc, c'était des gens... chacun avait vraiment des tempéraments différents, comme partout. Nous, notre chef, le chef Franck Pétagna, qui était meilleur ouvrier de France 2004, qui a été mon directeur de promo du début jusqu'à la fin de sa vie, parce qu'il est mort quelques mois après qu'on ait eu nos diplômes. D'accord. Lui était dur. Il était dur, mais juste. Et la première année, j'ai pris dans la gueule, excuse-moi d'être grossier. Ça veut dire quoi, dur? Tu refais, tu épluches des légumes, il faut les refaire 10 fois. C'est une cuisson qu'il faut refaire 15 fois. Comment ça se mesure? Ça peut être de choses... tu sais, quand on parle de chef, toi tu arrives, tu es habillé en cuisinier. C'est des gens... moi je me rappelle, surtout le chef Pétagna, c'était un monsieur qui faisait presque 2 mètres de haut, qui était imposant, qui avait un peu un corps de rugbyman. Et quand il te demandait de te dépêcher pour lui sortir une omelette parfaite, je te dis, quand tu as la main qui tremble, il te faisait recommencer 6 fois. Hein. Et plus il te faisait recommencer, plus tu avais la main qui tremblait. Et plus... Non. Donc, c'était... c'est un peu comme tout. Hein. C'est un peu comme dans tous les métiers. Hein. Je pense que quand tu apprends, tu tombes sur des gens qui veulent un peu te pousser, qui veulent un peu faire sortir le cuisinier qui est en toi. Et c'est vrai que la première année, moi, j'ai trouvé ça dur, mais formateur. Mais formateur, c'est grâce à ce monsieur que cette formation est devenue ma passion. C'est un peu grâce à lui que je suis devenu passionné de ce que je faisais. Parce que quand tu commences, comme je t'ai dit tout à l'heure, moi, je suis allé rien que parce que j'aimais la cuisine et je me suis dit, écoute, c'est ce que tu aimes bien. J'avais fait un certain calcul dans ma tête. Heureusement que les parents avaient suivi derrière. Mais c'est après du temps avec ce monsieur que... C'était quoi la valeur essentielle qui t'a été transmise là? C'est la recherche du geste parfait? Non, le respect du produit. Non, même pas une question technique comme ça, comme le geste parfait. C'est juste d'aimer ce que tu fais, d'essayer de le partager... de travailler en brigade. Oui, bien fait. C'est ça, c'est également ça. Ça veut dire que tu peux même faire un hachis parmentier s'il est bien fait. Tu comprends, il y a pas beaucoup de technique là-dedans, mais c'est juste de faire les choses avec du cœur. D'accord. Déjà, de faire les choses avec du cœur, le respect des gens avec qui tu travailles. Lui, il n'aimait pas... lui, il était contre... on va dire cette approche un peu trop militaire de la cuisine, mais il fallait que ça roule dans son sens. C'était quelqu'un qui aimait beaucoup travailler avec les femmes. Alors que même à l'époque, je me rappelle dans Lyon, puisque l'école était à Lyon, il y avait certains restaurants qui prenaient pas de femmes, qui prenaient pas de femmes en cuisine, et ils avaient réglé le problème en leur disant on peut pas prendre de femmes parce qu'on n'a pas de vestiaire pour les femmes. Donc c'était réglé. Non, on n'est pas miseux. C'est pas qu'on a quelque chose qu'on a, mais on n'a pas de vestiaire. Donc d'ailleurs, même chez M. Paul Bocuse, aujourd'hui encore à Collonges, ils ne prennent pas de femmes en cuisine parce qu'il n'y a pas de vestiaire pour les femmes. Je trouve ça assez marrant. Alors que c'était un grand amoureux des femmes, M. Paul. Et non, tu sais, c'est plein de petites choses comme ça. Et grâce à des gens comme ça que tu commences à te dire, tu sais, ça ne va pas juste être mon métier, c'est quelque chose... quand tu te réveilles, tu es content. Tu es content d'aller en cuisine. Quand tu vas aller au marché, c'est pas une tare. Et c'est là que tu te dis, j'ai bien fait. J'ai bien fait. Très bien. Et alors, c'est après les stages sur lesquels tu vas enchaîner,
Parce que là, tu vas faire plusieurs métiers. De toute façon, cette école, tu as cours de septembre jusqu'à fin avril. Et ensuite, mai, juin, juillet, août, tu es en stage. Ok. Tu as 2 semaines en septembre. D'accord. Ou bien je pense que c'était la dernière semaine de août et la première semaine de septembre. D'accord. Mais voilà, tu étais en stage tout le temps. Là, c'est une autre expérience par rapport à la formation, parce que là, tu es dans des endroits... Ça n'a absolument rien à voir. Voilà. Parce que c'est un autre stress. Tant que tu es en cours, tu travailles déjà, tu es avec tes camarades de classe. C'est des gens avec qui tu dînes le soir, tu les vois, vous habitez dans la même résidence étudiant. Et quand tu arrives dans une brigade où tu connais personne, mais moi je me rappellerai toujours de ma première expérience dans une vraie brigade, mon premier jour de stage. C'était à Paris et la première semaine, il m'avait donné un emploi du temps où je commençais à 4h de l'après-midi et je finissais à 1h du matin. Et mon premier jour, j'arrive, premier service, je pense que c'était un mercredi ou un jeudi soir, donc il y avait un peu de monde, c'était au restaurant du Fouquet's, sur les Champs-Élysées. Et je me rappellerai toujours, après le service, être rentré chez moi à la maison, avoir ouvert la porte, et j'avais un colocataire qui s'appelait Raphaël, un Brésilien qui était assis. Lui, il venait de rentrer depuis plusieurs heures de son stage parce qu'il finissait plus tôt, et était posé devant la télé. Et je me rappelle être rentré, l'avoir vu assis, et je lui avais dit, Rafa, c'est ça ce que je vais faire dans ma vie. Ça y est, j'ai trouvé, c'est ça. Ok, donc quelqu'un content d'avoir passé toute l'après-midi et la soirée à taffer, mais content super content, grosse poussée d'adrénaline. En plus, à l'époque, au Fouquet's, il y avait vraiment une brigade de jeunes combattants, quoi. Je me rappelle, à chaque service, c'était comme si on allait à la guerre. C'était génial. C'était génial, tous à crier chef ensemble et tout. Moi, j'ai adoré... J'ai adoré en fait un vrai esprit de corps, quoi. La brigade. Voilà, la brigade. Ouais. Tout le monde travaille ensemble, tout le monde va ensemble. Si on a un qui est en retard, tout le monde est en retard. Si on a un qui est à l'avance, il est con, il est à l'avance tout seul parce que nous on est tous à l'heure. Donc il faut vraiment synchroniser, être solidaire, garder le rythme. Ouais, c'est intéressant. Donc là, en termes de stage, alors je vais citer un peu ce que j'ai vu. Donc il y a le Lancaster avec Michel Troisgros. Exactement. Il y a le Potel-les-Chabots. Donc là, on est sur du très haut de gamme. Exactement. Et puis il y a la brasserie Fouquet's. Exactement. Brasserie parisienne. Exactement. Alors éclaire-nous un peu ce cocktail de grand nom. Quand tu es en cuisine, c'est un peu quand tu fais des études de cuisine, tu as envie. Comme je t'ai dit, à un moment, c'est là où j'ai réalisé que j'avais plusieurs choix. Que je pouvais éventuellement me lancer dans du gastro, dans de la brasserie ou dans du traiteur. Donc j'ai décidé d'essayer les 3. Okay. Voilà, donc c'était aussi simple que ça. Voici comment les choix se sont Bien posés. Vu. J'ai commencé par le gastro avec Michel Troisgros à la table du Lancaster. Très très belle expérience, mais très très stressante. Vraiment, vraiment, vraiment très, très stressante. Et une ambiance qui est un peu, on va dire, propre au gastro, où c'est un peu un concours de gros bras entre tout le monde dans la cuisine. Parce que tout le monde veut justifier sa place à son poste. Ouais, d'accord. Ceux qui sont dans donc c'est moins la brigade, en fait. Si, c'est toujours une brigade, mais c'est moins l'esprit voilà, exactement. dont on a parlé. Donc après ça... d'ailleurs, après cette expérience, je m'étais dit, écoute, je ne referai plus jamais de restauration classique. Et en fait, après ça, j'ai fait Potel-les-Chabots pendant presque 1 an, où là, c'est du travail en laboratoire. C'est vraiment du travail pur et dur en laboratoire. Tu arrives à 7h du mat, tu repars à 8-9h. Tu as passé la tête dans le guidon toute la journée. Donc là, c'est le traiteur, c'est ça ? Ah oui, ça, c'est le traiteur. Donc tu ne vois pas nécessairement les clients, c'est ça ? Ni client, ni service. Okay. Tu produis. Tu produis. C'est vraiment, je pense, la meilleure école par laquelle je suis passé au niveau pratique. Parce qu'il n'y a aucun restaurant dans le monde où tu vas arriver, on va te dire, écoute, tu vois là, aujourd'hui, tu as, je sais pas... Tu as 300 kilos de rouget à lever, quoi. Vas-y, lâche-toi. Tu as jusqu'à 2h de l'après-midi. Ou bien on arrive, on te dit, écoute, voilà, tu as 300 kilos de homard. Il faut que tu les cuises et que tu enlèves toute la chair. Tu as jusqu'à 6h de l'après-midi. Et en fait, ce que j'ai aimé dans ce travail, même s'il y en a plein qui te diront, oui, c'est du travail à la chaîne, ça ne sert à rien.
à force de répétition, tu commences à prendre des automatismes dans tes mouvements. Et ça t'apprend vraiment. Ça m'a vraiment appris. Et tu améliores ta méthode peut-être. Tu améliores ta méthode, tu améliores ta maîtrise et tu te familiarises vraiment avec le produit. Tu as le temps de le. Tu as le temps. Là, de bien le travailler, la répétition, ça permet on a fait de très beaux événements avec Potel et Chabot, que ce soit Roland Garros, le Grand Prix de Manicourt, le Salon du Bourget. Et tu fais un peu de service ou contact client? Non. Si, un petit peu à Roland Garros, dans les salons privés, mais rien de plus. Tu es devant le client, tu sers des risottos. On est bien d'accord. Il n'y a pas de show cooking, il n'y a rien. D'accord. Non, c'était super. Et après presque un an de ça, le service me manquait, quoi. Ouais, ok. Le service te manque. Parce que c'est un autre. Qu'est-ce que tu appelles le service? Le service, ça veut dire le service. Ça veut dire avoir un service. Ça veut dire que pendant de midi à 14h, tu envoies des tables. D'accord. Tu envoies des tables. Donc c'est là où tu as le plus d'adrénaline. C'est là où. Il n'y a pas que la dimension client. Moi, je pense à la dimension client, mais il n'y a pas que. Il y a l'adrénaline de sortir, déjà, 50 tables. Quand tu es cuisinier, que tu es employé, que c'est pas toi le patron, tu vois pas le client. Tu le vois jamais le client. C'est le patron qui le voit. Oui. Quand le client veut dire merci au chef, c'est au chef qui dit merci. C'est pas Tariq Baj, demi-chef de partie au garde-manger qui vont venir voir. Okay. Et non, tu le vois pas le client. D'accord. Toi, le seul rapport que tu as au client, c'est quand un serveur revient et qui te dit s'il te plaît, le client désire plus de sauce, ou bien sa viande elle n'est pas assez cuite, ou il n'a pas aimé. Okay. Voilà, mais sinon tu n'as aucun contact avec le client. D'accord. Mais cette dimension-là, non, parce que tu disais qu'au départ tu aimais faire la cuisine pour les amis, etc. Donc c'est nécessairement que tu avais un côté altruiste derrière, et j'imagine qu'il va t'accompagner dans tes choix après, pour être plus indépendant et reconnu. Tu vois ce que je veux dire? Comme je te dis, moi j'y ai jamais pensé comme ça. J'ai jamais fait. Tu vois, même quand je suis sorti, quand j'ai fini mon dernier emploi en France et que j'ai quitté mon dernier boulot et que je suis rentré au Maroc, c'était pas forcément ni pour être connu, ni pour faire un restaurant. Moi, j'avais juste envie de faire du consulting, de travailler. J'y pensais pas à tout ça. D'accord. C'est petit à petit que tout est venu. Avec la maturité? Avec la maturité, avec aussi un sens de besoin de sécurité, d'une sorte de sécurité par rapport à l'emploi, par rapport à des choses toutes bêtes. Quand tu te dis, écoute, j'ai 30 ans, peut-être, I would need a 9 to 5 pour avoir une vie un peu plus normale. Mais c'est pas le choix que tu as fait. Si. Si. En tant que restaurateur, c'est mon 9 to 5. D'accord. Ça, c'est la vie d'un restaurateur normal, moi, que je vis. D'accord. Le service à midi et le service le soir. Oui, ok. C'est beaucoup plus quand même compliqué, si tu permets, qu'un 9 to 5. Mais ce que je veux dire, c'est d'avoir des horaires régulières. C'est ça ce que j'appelle moi un 9 to 5. D'accord. C'est de dire, voilà, du lundi au samedi, j'ai l'obligation d'être au travail de telle heure à telle heure, parce que c'est mon travail. D'accord. Ok. Alors, donc le Phuket où tu t'es le plus plu, finalement, dans cette... Parce que la brasserie, c'est une cuisine où tu peux te permettre plus de choses. Quand tu es en gastro, tu dois tenir un certain level, que ce soit dans les produits, que ce soit dans la présentation, que ce soit dans les cuissons, il faut que ça soit toujours... Alors que dans la brasserie, et moi ce que j'appelle la brasserie revisitée, ce que je fais un peu moi, c'est que je peux avoir un plat très réfléchi au niveau du dressage, au niveau des cuissons, etc. Et à côté, je peux servir une burrata sur un carpaccio de bœuf avec du pesto et du spéculoos dessus. Tu vois, j'ai cette liberté d'une cuisine un peu fun où tu peux vraiment t'amuser à faire un peu de tout, quoi. Oui, c'est ça. Ça permet de se renouveler ou d'expérimenter. Voilà, non seulement de se renouveler, d'expérimenter, mais aussi d'avoir une cuisine qui reste quand même accessible. Tu vois, quand tu vois le Maroc, tous les restaurants, les restaurants qui se sont vraiment essayés de se lancer dans le gastro à la française, restaurant étoilé et tout, ils se sont tous un peu plantés. Que ce soit
À l'époque, Alain Ducasse qui avait ouvert à Marrakech. Et c'était très bon, mais bon, ils avaient dû à la fin s'adapter à la clientèle marocaine. Les frères Pourcel, qui aussi étaient à Marrakech, qui s'étaient lancés. Après, ils avaient revu ça en plus gourmand, en plus généreux, parce que voilà, de pays en pays, les habitudes alimentaires et les habitudes des gens, quand les gens sortent, ne sont pas forcément les mêmes. Et le client de pays en pays recherche des choses différentes quand il va au restaurant. Clairement. Est-ce qu'il y a dans cette phase-là quelqu'un qui t'a inspiré le plus, un chef ou Moi, je suis inspiré vraiment par tous les chefs que j'ai côtoyés, les gens que j'ai côtoyés, les pays que j'ai visités, mes grands-mères, ma mère. Ouais, donc. Tu sais, tu prends un peu Un peu une éponge. Voilà, tu es un peu une éponge. Je pense que c'est un peu comme ça, un peu de tous les métiers. Tu sais, tu es inspiré par les choses que tu as vécues, les choses que tu as aimées, les choses que tu n'as pas aimées, les différentes expériences de la vie, les gens. Ouais, mais des fois, il y a des gens qui se démarquent ou qui arrivent à nous marquer un peu plus. Mon mentor, le chef Pétania, qui est décédé en 2004. Mais lui, c'était spécial parce que je crois que lui, c'est vraiment lui qui m'a donné l'amour du métier. D'accord. C'est vraiment lui qui m'a donné l'amour du métier. La première année, comme je t'ai dit, il m'avait traité vraiment... il me traitait de branleur tout le temps, quoi. Il me disait, c'est pas fait pour toi ce métier, garçon. D'ailleurs, j'avais même pas eu le droit à choisir mon premier stage. C'était lui qui m'avait choisi le Fouquet's. D'accord. Et je me rappellerai toujours, ça faisait 2 mois... parce que moi, je suis quelqu'un... je suis pas quelqu'un de perturbant, mais j'ai une grande gueule. Je suis quelqu'un qui chante en cuisine alors que t'as pas le droit. Je fais des blagues, je rigole. Il y a une vie pendant le travail. Moi, c'était comme ça. Donc, je me faisais beaucoup réprimander à l'époque. Et je me rappelle, il m'avait dit, je vais t'envoyer au Fouquet's chez un ancien chef à moi. Il va te prendre, il va t'arranger. Je me rappellerai, ça faisait peut-être 2 mois que j'étais dans le stage. Je finissais le service du midi. Et j'étais en train de nettoyer de mon poste et de chanter. Tout d'un coup, je sens quelqu'un de très grand derrière moi. Et j'entends Cabage encore en train de chanter, putain. La chef, c'est la fin du service. Et l'autre chef, il m'engueule pas quand je chante. Et je me rappelle, il m'avait dit, tu m'attends tout de suite, je vais aller voir le chef. Il est rentré, il a parlé 20 minutes au chef, il était revenu, il m'avait dit, bon travail, Cabage. Très bien, continuez comme ça. Et le chef, quand je suis allé le voir, le chef Jean-Yves Laurent-Guerre, j'étais allé le voir et je lui avais dit, qu'est-ce que vous lui avez dit ? Il m'a dit, je lui ai dit la vérité. Je lui ai dit, qu'est-ce que vous lui avez dit ? Et il m'a dit, je lui ai dit que demain, si tu me demandais un emploi, je te prendrais en tant que demi-chef de parti. Et voilà. Et à partir de ce moment-là, son attitude avait complètement changé avec moi. Et tu vois, quand tu vois le changement d'attitude d'un mec qui te paraissait aussi dur, aussi sévère pendant 1 an, et qu'à la fin de ton stage, il est fier de toi. Ouais, donc c'est quelque part... ça te change. Voilà, ça te rassure et ça te permet de... Et surtout qu'après, il m'engueulait toujours pour chanter et tout, mais il m'engueulait moins sévèrement. Il me regardait, il me disait, Taki, quand même. Tu vois, c'était plus Cabage, qu'est-ce que vous faites ? Taki, arrêtez, s'il vous plaît. Ok. Bon, on saura que Tahir Cabage chante en cuisine. Ouais, peut-être quelque chose à rajouter à la carte. Le retour au Maroc. Sur un coup de tête, vraiment. Sur un coup de tête, et je pensais vraiment pas... à l'époque, j'avais juste envie de quitter Paris. J'étais en train de voir des options pour repartir dans le sud de la France, vers Toulouse ou Bordeaux, ou dans la région. J'étais en train de me tâter. Et ma mère... j'en pouvais plus de Paris. Ma mère m'avait dit, Ouldi, écoute, ça fait 15-16 ans que tu es à l'étranger. Viens, rien qu'essaye quelques mois. Tente quelques mois à voir ce qu'il y a, s'il y a des opportunités. Et je suis rentré, je suis plus reparti. D'accord. Je suis rentré, j'ai commencé à faire des missions de consulting dans des restaurants. Faire des semaines sur des thèmes. Par exemple, j'avais travaillé avec le Bistronome. On avait fait une semaine sur le foie gras. Ensuite, on avait fait une semaine sur la bistronomie. J'avais fait pendant une semaine, la semaine de Noël, quand j'étais rentré en 2011. C'était moi qui avais fait la carte de Noël du Relais de Paris.
J'étais allé créer une carte européenne pour le Palais Mehdi. J'avais travaillé avec le Grand Comptoir à Rabat. J'avais travaillé avec le Relais de Paris à Tanger. Donc là, tu joues un peu de tes compétences, de ton savoir-faire qui est très diversifié. Exactement. Mais quelle est ton étiquette à ce moment-là, si tu vois, est-ce que tu es chef? J'étais chef consultant. Chef consultant, d'accord. J'étais chef consultant. Il y a même des gens qui venaient, qui me demandaient juste de venir pour réorganiser leur cuisine, donner des cours d'hygiène. Donc, profiter de ton savoir-faire et tes bonnes pratiques. Mais là, tu n'es plus dans le rythme dans lequel tu étais en France. Non, mais j'avais besoin de ce break parce que les 3 dernières années et demie que j'avais passées au Phuket, surtout les 8-9 derniers mois, c'était des mois où j'avais beaucoup travaillé. Au Phuket, il y avait vraiment un noyau en cuisine. On devait être une dizaine de personnes. Ça, c'est juste en cuisine. Je ne compte pas la pâtisserie, je ne compte pas rien que les cuisiniers de la brasserie. Et autour, il y avait une autre dizaine de personnes qui partaient, qui revenaient. D'accord. Qui partaient, qui revenaient. Qui partaient, qui revenaient, qui partaient, qui revenaient. Il y avait un turnover de malade à ce niveau-là. Parce que c'était un rythme, c'était où tu le prenais, ou tu ne le prenais pas. Okay. Je me rappelle des gamins de 18, entre 18 et 20 ans, qui arrivaient, qui faisaient un service et tu ne les revoyais plus. Et comment tu arrives, toi, à tenir tu as du métier. Non, ce n'est pas une question. Après, tu sais, quand tu étais au Phuket, c'était un rythme très haut. Hein. On était on faisait des fois jusqu'à 500 couverts par jour, hein, entre le midi et le soir. Donc, c'était un rythme infernal. Mais une fois que tu étais dedans, moi c'était un rythme qui me convenait. D'accord. Moi, ça m'a C'est-à-dire que tu es quelqu'un de résistant Oui, ça me dérangeait pas. Ça me dérangeait pas au début. C'est à la fin, tu sais, au bout de quelques années, parce que quand tu fais des heures, tu n'es pas forcément payé les heures en plus que tu fais. La première année, tu te dis, c'est pas grave, je vais leur montrer que j'en veux. La deuxième année, tu te dis, c'est toujours pas grave, je suis encore en train de leur montrer que j'ai faim et que je veux arriver à un poste. Et au bout de la troisième année, quand on te donne le poste que tu veux, et que tu fais encore plus d'heures et que rien ne change au niveau du salaire, tu commences à le prendre différemment, on va dire. Mais c'est pas grave. Ça a été, je pense, une des super écoles de ma vie. Ça a été le Phuket, quoi, avec tous les gens que j'ai rencontrés, les différents chefs, les collègues, les amis, les plongeurs, les serveurs. Vraiment... ça a été vraiment une belle école de vie. Très bien. Et donc cette école de vie t'a servi. Et au Maroc, donc, quand tu fais ces différentes, on va les appeler missions de conseil, alors qu'est-ce qui va après t'amener à cette idée de lancer un restaurant? Parce que quand tu fais du conseil, tu ne sais jamais si tu vas avoir du boulot le lendemain, après chaque mission. Et en fait, au départ, les deux premiers mois, j'avais du boulot tout le temps. Donc j'étais content, mais une fois que tu as fait le tour, tu commences à réfléchir. Et puis, à un moment, je pensais sérieusement à faire quelque chose. Je ne savais pas exactement ce que je voulais faire. Et j'ai rencontré un jeune homme qui était venu me voir. D'ailleurs, c'était lui qui avait... C'était lui qui m'avait appelé à la base pour me dire bonjour, je sais qu'on ne se connaît pas, mais nos parents se connaissent un petit peu. Moi, je suis dans l'hôtellerie et la restauration. Je travaille en salle, toi tu travailles en cuisine, j'aimerais te rencontrer. On est devenus copains, et on a décidé de devenir associés. On a commencé à parler d'un projet qui n'avait absolument rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui, puisqu'à la base, il était question de faire des burgers. Et on cherchait des locaux et on avait trouvé ce local ici. Et on avait décidé de faire des burgers ici au Rouget de Lille. Et finalement, ça s'est pas fait. Parce qu'on va dire qu'on a eu quelques petits différends, que ce soit dans la manière de travailler, dans la manière de faire. D'accord. Et on s'est séparés gentiment. Lui, aujourd'hui, il fait ses burgers, il est content. Et moi, aujourd'hui...
je suis ici, mais comme je te dis, moi, à la base, si ce monsieur n'était pas venu me voir, jamais j'aurais pris un crédit pour acheter un local. Ah, d'accord, donc c'est ça qui t'a... Non, mais après l'abandon de cette idée... Ah, bah, on avait déjà pris le local. Ah, donc, j'étais, comme je te dis, sur le fait accompli. Ok. Je me rappellerai toujours d'une discussion que j'avais eue, parce qu'à la base, lui, il voulait le local. Donc moi, j'avais déjà commencé à voir ailleurs. Mais excuse-moi, le local, tu parles du Rouget de Lille. Du Rouget de Lille. C'était un restaurant avant ou pas ? Oui, c'était un restaurant qui avait été ouvert en 2000 ou 2001, qui était tenu par des Français. D'accord. Et ils nous l'ont vendu début 2011. Très bien. Ou fin 2011. D'accord. Ok. Et donc là, tu t'engages dans cette. Voilà, je me suis engagé et de toute façon, j'avais pas le choix. J'avais pas le choix. Oui. Quand lui avait été dans l'impossibilité de reprendre le local. Oui. Comment tu veux que je te dise en bon français ? Il fallait mettre ses couilles sur la table et montrer qu'on n'était pas là pour rigoler, quoi. Et tu te sentais capable de tenir entre guillemets la baraque tout seul ? C'est-à-dire que là, le projet était à deux. Écoute, quand tu es à ce niveau-là, tu te poses plus la question de est-ce que je peux. Oui, ok, d'accord. C'est une question de survie. Okay. Il y a des gens qui ont mis de l'argent, il y a des gens qui ont cru en toi. Ton appartement, il appartient à la banque depuis que tu as pris le crédit. Donc voilà, il y a plein de choses où la question ne se pose même plus. Donc ça t'a mis plusieurs couteaux sur la gorge pour t'obliger à y aller. Voilà, et puis après, il n'y a pas de secret, garçon, tu tapes dedans. Donc voilà. Comme on dit en cuisine, tu te sors les doigts du cul et tu avances. Allez, c'est parti, en avant, Guingamp. Et alors, comme tu nous racontais l'histoire de ton premier jour à l'école, est-ce que là, tu te rappelles un petit peu de cette étape-là de pré-lancement ? C'était très, très, très dur. C'était très, très, très dur. J'ai eu la chance d'avoir Mriem Taheri, une amie à moi qui est chef, qui rentrait à peine au Maroc et qui m'avait donné un coup de main pour l'ouverture. Mais moi, je me rappelle que j'avais fait une carte et que je la trouvais médiocre, que je trouvais que tout était... que c'était pas très très bien, que... Et jusqu'au premier service, ça veut dire que j'avais quand même... parce que moi, quand j'ai racheté l'endroit, j'ai racheté une société avec tous les employés qui étaient avec. D'accord. Donc, j'avais quand même des cuisiniers qui étaient là, qui travaillaient ensemble depuis presque 10 ans. Ok, sur le même type de restauration, à peu près ? Moi, c'était, on va dire, époussiéré. Parce que c'était, on va dire, de la vieille cuisine française que faisaient les anciens patrons. D'accord. Et ils avaient beau me dire, mais c'est super, c'est très bien, non, c'est génial et tout. Juste avant le premier service, j'y croyais pas, je le dis tout de suite. J'y croyais vraiment pas. Ça veut dire qu'il a fallu vraiment le premier service. Et on avait fait une trentaine ou une quarantaine de personnes. Et quand tout le monde a tout mangé, qu'il n'y avait plus rien dans les assiettes, etc., c'est là où je me suis dit, écoute, peut-être c'est pas si nul que ça. Et après, la confiance vient... De toute façon, je pense que c'est aussi... c'est un peu ce manque de confiance que j'ai en moi, et je pense que c'est un peu la tare un peu de toute une génération qui me fait avancer. Qui me fait avancer, d'avoir tout le temps peur, de jamais être certain si c'est bon ou c'est pas bon. Le doute, besoin de se dépasser aussi. Mais l'ouverture, en fait, comment t'es arrivé à rassembler ces 40 couverts déjà, le restaurant avait une certaine réputation déjà quand je l'ai repris. D'accord. Bon, il avait une réputation d'être un bon restaurant, surtout un restaurant de franchouillard un petit peu quand même. Moi, quand je suis arrivé, il y avait plein de gens qui attendaient la réouverture du restaurant. Et le premier service dont je te parlais, c'était un test service où on avait invité 20 personnes. D'accord. Et on avait pris les numéros de 20 clients qui appelaient souvent pour savoir si ça allait réouvrir, qu'on avait pris, on les avait pris au hasard, on leur avait dit si vous voulez, on fait un test. Ok. Donc ça, c'était bien passé. Et après on a enchaîné. Très bien. Après, tu n'as pas le temps de te poser des questions de toute façon. Tu vois, après... C'était quoi les galères du départ, alors, en résumé ? Déjà, je crois que la plus grosse galère, c'est de savoir quand est-ce que tu vas ouvrir. Parce que pendant les travaux, tu as toujours l'impression qu'il manque un truc pour ouvrir. Tu as toujours l'impression qu'il manque ça. Non, on ouvrira quand ça sera fait. On ouvrira quand... Alors qu'en fait, maintenant, quand j'y repense, j'aurais pu ouvrir 2 mois avant la date où j'ai ouvert.
2 mois avant, j'aurais pu ouvrir le restaurant. Ok. Et alors, où sont passés ces 2 mois pour quelque chose de pas essentiel? Non, si, dans des finitions, mais dans des choses qui pour moi me paraissaient, ainsi que les personnes qui étaient avec moi, qui me paraissaient mais évidentes on ne pouvait pas ouvrir tant que ça n'était pas fini, que ce soit sur des finitions, sur des plantes dans le jardin, sur des choses, parce que après ça dépend avec quels moyens tu ouvres. Si j'avais eu les moyens de faire une ouverture comme celle du Cabestan quelques années avant moi, en grande pompe et tout, je l'aurais fait. Là, j'ai fait une petite ouverture. Et tu sais, tu as peur que les gens viennent et qu'ils te disent « Ah, c'était bon, mais c'était moche. Oui, mais il n'y avait pas de plantes. Ah oui, mais là, tu voyais bien que dans le jardin, il manquait des petits trucs. » Donc, tu vois, c'est... Donc, il faut... Effectivement, il faut que l'expérience soit complète. Voilà, exactement. Ce que je disais au début. Et tu vois, quand je te dis j'aurais pu ouvrir 2 mois avant, j'aurais pu maquiller avec d'autres trucs et ouvrir le temps que Hadouk, on les aurait arrangés. Voilà, ok, non, c'est une bonne leçon apprise. Maquiller donc le contexte et l'environnement démarrer au plus tôt. Et démarrer au plus tôt. Oui. Parce que moi, quand j'ai ouvert, nous, à la base, on était partis sur 4 mois de travaux qui se sont transformés en 9 mois. Ok. Je te dis que l'urgence de l'ouverture devenait impérative. Ouais. C'était très dur. C'était dur, mais c'était une... Tu sais, quand il y a quelque chose que tu as l'impression qui est plus grand que toi, tu vois, un challenge que tu n'aurais jamais cru, toi, le faire, un truc, et tu vois que malgré ça, ça avance. Même si ça patauge un peu, même si tu rames, et ben, tu avances quand même. Tous les jours, tu fais 1 mètre, 2 mètres de plus. C'est une belle satisfaction en fin de journée. Tu vois ? J'imagine. Et comme je pense, c'est la même chose pour les architectes, les gens qui ouvrent des boutiques, que ce soit d'ameublement ou de farce à trappe et tout. Une ouverture, c'est toujours très difficile. Une ouverture, c'est toujours très difficile. C'est beaucoup de boulot, c'est pas beaucoup de sommeil, beaucoup de stress. Et aussi, il faut savoir que moi, avant cette expérience, à part des équipes de 3-4 personnes, j'avais jamais dirigé personne. Et même quand je dirigeais mes équipes de 3, 4, 5, 6 personnes en cuisine, que ce soit au Fouquet's ou chez les traiteurs, j'avais toujours quelqu'un au-dessus de moi qui me disait quoi faire. Oui, globalement, ouais. Voilà. Et donc là, tu n'as personne au-dessus. Non seulement tu n'as personne au-dessus, mais aussi quand tu travailles dans un restaurant à Paris ou n'importe où, tu t'occupes pas des RH, tu t'occupes pas des commandes, tu t'occupes pas des fournisseurs, de dealer avec les fournisseurs, tu t'occupes pas une dimension, du côté administratif, des impôts, des flics, et ça, tout d'un coup... des nouvelles responsabilités. Tout ça vient pchouïa, et tu découvres petit à petit des choses moins marrantes que d'autres plus marrantes que d'autres, mais... donc le métier de patron. Voilà, le métier de patron, qui est un autre métier. Qui est un autre métier. Et diriger des gens, je crois qu'il n'y a rien de plus dur. Moi, je trouve que c'est très, très dur. Il y a des jours où c'est plus facile que d'autres, mais ce n'est pas quelque chose de facile. Est-ce que c'est au Maroc ou de manière générale que tu dis ça ? Je pense que c'est de manière générale. Bien sûr, il y a des gens qui vont te dire « Oui, mais au Maroc, blablabla. » Oui, mais en France, les gens, ils ont d'autres problèmes. Donc, tu seras confronté à d'autres problèmes en France que les Marocains n'ont pas forcément. Et ça, tu le vois quand tu vois des chefs d'entreprise français qui viennent s'installer au Maroc. Ils te le disent. Et même, ils te disent, c'est vrai que c'est pas comme travailler avec des gens en France, mais en France, on avait d'autres problèmes. C'est-à-dire qu'ici, on a des problèmes que là-bas, on n'a pas, et là-bas, on a des problèmes qu'ici, on n'a pas. Voilà. Donc, je pense que c'est difficile un peu partout. Ici, c'est vrai que s'il y a un concept qui est moins inculqué, c'est un concept que j'appellerais de conscience professionnelle, parce qu'au Maroc, on va pas se mentir, notre branche de métier, ça reste une branche où on envoie des jeunes
pour leur dire, écoute, voilà, t'as pas été très bien à l'école, vas-y, va faire de la restauration et de l'hôtellerie, quoi. Alors que dans les autres pays, c'est un choix, c'est un choix une formation d'élite, voilà, exactement. etc. Ouais. Mais voilà. Hein. Donc il y a quelque chose à faire sur les mentalités, les valeurs, les mentalités, les valeurs. Moi, je vois rien que ici. J'ai pas envie de dire du mal des centres de formation, mais les centres de formation, les pauvres, ils ont pas de moyens, quoi. Non, moi, les gamins, ils arrivent chez moi, ils sont en 2e année de cuisine, 3e année de cuisine, ils arrivent, ils savent à peine faire cuire un steak, quoi. Tu vois, c'est... Bon, donc tu es obligé, comme tout patron au Maroc, pour résumer ta pensée, c'est de refaire la formation. Oui, refaire la formation. Moi, par exemple, j'en ai plein que... J'ai 4 ou 5 femmes dans mon équipe qui étaient toutes femmes de ménage avant d'avoir aujourd'hui des postes importants dans ma cuisine. Très bien. Et permet d'évoluer. Ouais, d'évoluer. C'est des nanas qui ont faim, qui ont envie de bosser. Donc là, ça fait 9 ans, c'est ça que tu... Non, ça va faire 8 ans. 8 ans. Ça fait 8 ans et quelques mois. Ok. Et alors, quel bilan tu fais sur ces 8 ans? Si tu devais résumer le Rouget de Lille de 2011-2012 et celui d'aujourd'hui. Je pense qu'on est toujours sur la même ligne directive. Hein. Essayer de faire de la bonne cuisine, une cuisine un peu différente des autres, un peu plus colorée, qui plaît ou qui plaise pas. Hein, ça, c'est chacun ses goûts. D'essayer d'être toujours... que le client soit content, bon accueil, bon service, bonne expérience. Mais toi, par rapport à ta perspective, toi qui n'étais pas sûr de la qualité de la carte au départ, aujourd'hui... c'est normal qu'après 8 ans, tu prends un peu plus confiance en toi, tu as un peu plus de facilité à faire les cartes, tu essayes de moins de te prendre la tête à essayer de faire des trucs qui sortent vraiment de l'ordinaire pour essayer de faire des trucs efficaces. Non, c'est... Après 8 ans, moi, je suis très, très content d'être là où je suis. Très bien, donc une belle aventure. Ouais, une très, très belle aventure. Tu sais, moi, comme je te dis, quand je suis rentré au Maroc, je pensais même pas que j'allais rentrer pour de bon. Je pensais que j'allais rentrer, faire quelques petits trucs, après repartir à l'étranger. Je me voyais pas du tout rester ici. Donc finalement, la mayonnaise a pris ? Ouais. Ouais, on peut dire ça comme ça, exactement. Bon, très bien. Alors, cher Cercle, si tu permets, est-ce qu'on peut finir avec quelques petites questions rapides ? Bien sûr, avec grand plaisir. Est-ce que tu as des petits conseils, justement, alors vu que tu es patron, pour affronter les petites peurs, par exemple, les petites angoisses ? Les peurs et les angoisses. Est-ce que tu as, je sais pas, moi, tu fais de la méditation, tu fais du sport. Faire du sport, quoi. Faire du sport. Tu mets des haltères dans la cuisine quand tu sens que la pression monte. Essayer de pas trop prendre les choses à cœur. Parce que nous, ce qui est difficile dans notre métier, tout à l'heure on parlait de cette vie en brigade, moi c'est les gens avec qui je travaille, mes collègues, mes collaborateurs, je les vois plus que ma famille. Je passe plus de temps avec eux. Et eux passent plus de temps, on passe plus de temps entre nous que eux avec leurs enfants, avec leurs femmes. Donc tu as quand même envie d'avoir quand même une ambiance, je sais pas comment dire, mais presque familiale. Parce que c'est des gens. Peut-être Tamaoum, peut-être Chamaoum. Tous les soirs, quand vous quittez, c'est vous quittez ensemble entre 11h et 1h du mat. Ouais, donc il y a forcément des liens. Voilà, donc il y a des liens qui se font et c'est. En fait, ce que je voulais dire, là où je voulais en venir par rapport à ça, c'est que des fois, quand tu vas te penser te faire trahir par un de tes gars, ou tu penses qu'on t'a menti ou des choses comme ça, faut tout simplement se dire que c'est dans la nature humaine, essayer de régler ça et de passer à autre chose et de pas de le prendre comme un affront personnel. Parce qu'au début, c'est comme ça que moi, je vivais beaucoup ces choses. D'accord. Quand je me faisais trahir ou, on va dire, rouler dans la farine par un de mes employés, je pétais une pile, quoi. Ça me rendait malade. Je comprenais pas.
alors que tu avais réuni toutes les conditions pour faire quelque chose de bien, etc. etc. Après, tu sais, toi, ce que tu penses, toi, être toutes les bonnes conditions pour un autre. C'est ça, donc d'où la nécessité de prendre du recul Voilà, exactement. et de ne pas prendre les choses à cœur. Est-ce que tu as des lectures à nous recommander dans la cuisine? Écoute, moi, il y a 2 magazines que je lis régulièrement. C'est le Turiès, qui est un magazine de cuisine par Yves Turiès. D'accord. Lui, c'est pas quelqu'un que j'aime particulièrement, mais j'aime bien son magazine. De belles photos. Il y a des chefs sympas qui sont présentés. Il y a aussi le magazine de Yannick Aleno qui s'appelle Yam, que j'aime bien. Sinon, après, c'est des articles ou des choses que tu vois un peu partout, sur différentes pages que je suis, que ce soit sur Facebook ou Instagram. Tu regardes un petit peu les actualités, ce qui s'est passé au Bocuse d'Or, qu'est-ce qui a été fait. Ouais, pour rester un peu connecté. Voilà, pour rester un peu connecté. Mais aujourd'hui, avec toutes les émissions télé qu'il y a partout dans le monde, notre métier a un peu explosé. Donc maintenant, tu as de l'information de partout, quoi. Tous les jours, tu as un nouveau truc. Lui, il a fait ceci. Lui, il a fait cela. Ce qui est génial. Ça fait parler de nous, ça fait parler du métier. Et ça développe aussi notre métier. Très bien. Ça peut donner des idées aussi pour l'avenir. Oui, carrément. J'en doute pas. Est-ce qu'il y a des leçons de vie qu'on peut tirer d'une cuisine ou du fonctionnement d'une cuisine ou Mais comme je te disais tout à l'heure, la leçon de vie que tu tires de la cuisine, c'est ce travail en brigade, c'est de compter sur tes... En cuisine, chez moi, j'ai 4 parties. La cuisine est divisée en 4 parties. On a le garde-manger, qui sont les entrées froides et tièdes. On a le parti de la viande, le parti du poisson et la pâtisserie. Si j'avais, imaginons, le parti du poisson qui marche super bien. On veut dire que les gars du poisson, si les autres ne travaillent pas bien, on n'a rien fait. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Et quand tu travailles en brigade, et spécialement quand tu envoies des services comme nous on fait dans la restauration classique, il faut vraiment qu'il y ait un feeling qui passe entre tout le monde. Tu vois, tu es un peu en osmose. Les tables passent, tu te regardes dans les yeux avant qu'elles partent. La viande regarde le poisson. Combien de minutes, s'il te plaît? 3, moi, ça sera 4. Donc l'autre va s'arranger pour que la table sorte en même temps. Que la table sorte en même temps. Tu vois, c'est ces petites choses-là qui font que... Moi, c'est ce que j'ai aimé, c'est cette fraternité, tu vois, ce travail ensemble. On est un bloc et on avance, on va finir ce service. Ah, très bien. Les belles valeurs qu'on pourrait appliquer à d'autres sujets, à d'autres domaines. Regarde, je donne souvent ces 2 exemples parce que je trouve qu'ils font un peu le même métier que nous dans un sens. Pareil pour un architecte avec son équipe de dessinateurs, d'ingénieurs et tout. Tu vois, ils travaillent ensemble sur un même plan qu'ils doivent qu'ils doivent rendre. Un avocat avec son équipe quand il prépare un dossier. Un médecin quand il est en salle d'opération avec toute sa brigade médicale. Alors, il y en a un qui lui passe le truc, il y en a un qui fait ceci, il y en a un qui fait cela. Mais à la fin, tu vois, ils sont obligés de se synchroniser. Ils sont obligés de se synchroniser. Et comme je dis à mes gars, moi, souvent, je leur ai dit, ça ne m'intéresse que vous ne vous appréciez pas personnellement et que vous ne vous parliez pas. Dehors, je m'en fous, c'est votre vie. À l'intérieur, on est une brigade. On est la brigade du Rouge et de Lille. Tout le monde travaille ensemble. Non, belle valeur de professionnalisme, c'est qu'on garde cet esprit de corps pour avoir du travail bien fait. De toute façon, on ne peut avancer qu'ensemble. C'est ce que j'arrête pas de leur dire. Moi, quand les gens viennent au restaurant, quand je les accueille, je leur dis toute l'équipe du Rouge et de Lille est très heureuse de vous accueillir parce qu'on est une équipe. Il y a des gens, ils me disent « Ah, mais vraiment, bravo, c'est grâce à vous. » Je leur dis « C'est pas grâce à moi. Si j'étais tout seul en train de tourner comme un taré dans le restaurant, là, rien ne se ferait. S'il n'y avait pas mon équipe en cuisine, mon équipe en salle, le barman, le caissier, la femme de ménage qui fait le ménage. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça, moi, comment je vois une entreprise. Très bien. Avant de te libérer et de te rendre à tes clients et à ton équipe, petite question sur quel serait ton échec préféré? Pardon?
Est-ce que tu as un échec préféré? Ou une expérience un peu marquante? Je sais pas. Je sais pas, j'en ai plein. Peut-être le... Oui, vas-y. Quelque chose à partager? Non, c'était pas forcément des échecs. C'était juste, tu sais, quand tu te réveilles un matin et que tu te dis, est-ce que je vais vraiment faire ça pour le reste de ma vie? Ça, c'était avant que je commence la cuisine. C'était pas forcément un échec parce que ma vie à Montréal, je savais pas que j'avais envie de faire de la cuisine avant. Donc c'était pas un échec, mais je suis très content d'être passé par Montréal et d'avoir fait ce que j'ai fait là-bas avant de commencer la cuisine. Okay. J'aurais pas été la même personne, mais je considère pas du tout ça comme un échec. C'était un segment de vie que j'ai passé là-bas, qui a fait de moi la personne qui a voulu faire de la cuisine après. Ouais, parce que je suis sûr que je ne serais pas passé par là, je serais pas là où je suis aujourd'hui. Exact. Est-ce que maintenant, si tu avais la capacité de revenir dans le temps et d'aller voir le jeune Taqi, donc à Montréal, ou bien voilà, un jeune Taqi plus jeune, à toi de choisir l'endroit et pouvoir lui murmurer des petits conseils à l'oreille. Non, je sais pas, j'aurais peur qu'il me casse la gueule, ouais. Non. Parce que si jamais je vais voir jeune Taqi et je lui dis, écoute, Doud, tu vas travailler du lundi au samedi jusqu'à 1h du mat, il m'aurait pété la gueule. Moi, je l'ai dit tout de suite. Il n'aurait pas été content, hein. Et alors, qu'est-ce que tu lui aurais mis, conseil tu lui aurais glissé? De toujours y croire, c'est tout, faut toujours y croire. Faut toujours y croire. Écoute, je vais te dire aujourd'hui, à chaque fois, je trouve que, enfin, des gens de ma génération, on a souvent l'habitude d'avoir l'impression d'être au fond du trou. Alors que pas du tout. Pas du tout. Je sais qu'il ne faut jamais comparer avec d'autres choses, mais avec d'autres choses qui se passent, genre, il faut se dire, écoute, lève-toi, va prendre une douche et tape dedans. Ok. Merci beaucoup Taqi, chef Taqi, pour ce témoignage et puis cette belle, authentique conversation. À tous ceux qui nous écoutaient, merci beaucoup. N'oubliez pas de liker ce programme et de le partager. Et de venir manger au Rouget de Lille. Et de venir manger absolument au Rouget de Lille. Le chef Taqi vous offre le dessert. Si vous lui dites que vous venez de la part du podcast Génération Kairos. On fait comme ça? Avec le promo code 4438. Voilà, avec le promo code 4438. Ne l'oubliez pas, celui-là. Merci beaucoup Taqi, à très bientôt. Bonne fin de soirée, merci. Bonne fin de soirée, au revoir. Merci d'avoir suivi cet épisode de Génération Kairos. N'hésitez pas à vous abonner, à le noter et en parler autour de vous. L'habillage musical est issu de Ixon et s'appelle New Day.